Régis Robineau, on le connaît, lui aussi, c'est le maître d'œuvre au niveau technique de Biblissima 1, ingénieur d'études en humanité numérique, en gestion de projets web, après historien d'un côté et spécialiste du numérique de l'autre. Il a travaillé à l'IRHT, il a travaillé à Humanum, ce sont de bonnes références, mais surtout depuis 2013, il est coordinateur technique Biblissima. C'est lui le grand maître d'œuvre et l'expert en interopérabilité AAAF. C'est lui qui gère également la formation et la communication. Donc, c'est une bonne raison de l'entendre autour de l'interopérabilité des corpus d'images avec Mathieu Stoll, qui se trouve là déjà en pleine caméra, si j'ose dire, archiviste paléographe, docteur en histoire moderne, aussi historien et spécialiste du numérique, conservateur des bibliothèques. Il a participé au lancement du portail Percé, il a travaillé dans le domaine de l'édition électronique et des périodiques numériques à la BIS, à la Bibliothèque internationale à la Sorbonne, et il est à l'heure actuelle chef du bureau de l'accès aux archives pour le service des archives de France, en charge des questions d'édition, de communicabilité et de mise en place du portail national des archives, notamment. Voilà pour les présentations, et je vous laisse donc d'emblée la parole autour de l'interopérabilité des corpus d'images. Merci Paul et merci Marie-Agnès pour la présentation précédente. Je partage tout de suite mon support. Voilà, si tout est OK, je pense on peut commencer. Donc, comme cela vient d'être dit, j'ai le plaisir de coordonner avec Mathieu Stoll du SIAF, donc ce cluster 1 de Biblissima Plus consacré à l'acquisition de corpus de sources numérisées et interopérables. Donc, il va faire l'objet de cette présentation que j'ai préparée donc avec Mathieu Stoll. Donc, ce cluster, voilà, il a une page dédiée sur le site de Biblissima. Donc, vous pourrez trouver un petit résumé des grands objectifs, des grands axes de ce cluster que je vais un peu détailler aujourd'hui. Alors, voilà un aperçu pour commencer des livrables que j'ai pu identifier et qui sont associés à ce cluster 1, donc chez les différents partenaires de Biblissima Plus. Donc, on voit qu'il y a diverses prestations et missions de numérisation dans ces différents livrables, par exemple des inscriptions épigraphiques, y compris en 3D, qui est un des aspects aussi qui devrait être abordé dans le cadre de ce cluster. On trouve aussi un certain nombre de développements informatiques de diverses natures, surtout liés à l'interopérabilité des données, donc par exemple sur le portail France Archives, avec un entrepôt RDF et une visionneuse 3IF qui sera mise en place. Et par exemple aussi dans le cadre des bibliothèques virtuelles humanistes à Tours, avec l'implémentation de 3IF, entre autres. Et enfin, un certain nombre d'actions d'accompagnement en lien avec le service 3IF 360 dont je vais vous parler un petit peu plus loin, de manière assez rapide. Donc ça permet de montrer que 3IF va évidemment continuer à être une des technologies clés dans Biblissima Plus, en premier lieu pour tout ce qui concerne la diffusion en ligne de documents numérisés, que ce soit des manuscrits, des incunables, des imprimés anciens, des documents d'archives, des inscriptions, voire des sceaux, des reliures, etc. Et donc, 3IF intervient en priorité dans ce domaine-là, mais peut aussi intervenir sur d'autres aspects, comme on va le voir un peu plus loin dans ma présentation. Alors rapidement, pour rappel, 3IF, c'est le cadre international pour l'interopérabilité des images. Donc si on devait le décrire en deux phrases, on dirait que c'est à la fois un modèle et un format pour présenter et annoter des contenus numériques, que ce soit des images, des documents audio ou vidéo, depuis peu. Et c'est aussi, d'autre part, une communauté qui développe des API ouvertes, qui implémente ces API dans des logiciels de divers types, et qui expose au final des contenus interopérables sur le web.
Donc, cette communauté, elle est portée par un consortium international constitué de plus d'une soixantaine d'institutions à travers le monde à l'heure actuelle. Et c'est aussi une communauté très active qui est animée par des acteurs très diversifiés, issus du monde patrimonial ou scientifique, et même au-delà. Donc, on y trouve des bibliothèques, des universités, des instituts de recherche, des musées, des archives, et également quelques agences et sociétés privées, notamment des prestataires de développement informatique. Alors, Biblissima, pour rappel, est très impliqué dans cette initiative depuis ses débuts en 2013, et continue de jouer un rôle un peu moteur dans l'adoption et la promotion en France de ces standards. Et cela s'est traduit par l'organisation d'événements, la participation régulière aux conférences de la communauté 3IF, la participation au quotidien aux travaux des différents groupes de travail et comités, notamment le comité technique. Et vous trouverez plus d'informations sur cette page si vous êtes intéressé. Alors, cela s'est aussi traduit par les premières implémentations de 3IF faites avec l'aide de Biblissima autour de 2014-2015, avec donc la BVMM, la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux de l'IRHT, et à peu près en même temps Gallica à la BNF, pour lesquels Biblissima a apporté son soutien, des conseils, des tests pour l'implémentation de 3IF. Et pour les BVH, c'est toujours un travail en cours, mais qui devrait donner ses premiers résultats dans le courant de l'année. Il y a aussi eu d'autres implémentations chez les partenaires de Biblissima ces dernières années. On peut citer l'Université de Caen, avec notamment la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel, qui a été finalisée dans le cadre de Biblissima, et dans le cadre d'autres projets en dehors de l'Equipex, tels que la tapisserie de Bayeux, qui s'appuie au moins en partie sur 3IF aussi. Et on peut aussi citer l'École des Chartes, qui a monté son serveur 3IF il y a quelques années. Et pour ce qui concerne donc Biblissima+, un effort tout particulier va être fait en direction du monde des archives, surtout en direction des archives départementales et sur le portail France Archives. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Et bien sûr, il y a également toutes les bibliothèques numériques existantes qui seront alimentées via Biblissima+, notamment via les projets partenariaux, et toutes celles qui seront éventuellement créées ou qui seront perfectionnées en lien avec 3IF 360, dont je dirai un mot juste après. Et on peut aussi mentionner, en termes d'implémentation de 3IF, les plateformes HTR, ArcIndex et eScriptorium, qui intègrent déjà des fonctionnalités 3IF, dont je vais parler rapidement un petit peu plus loin dans ma présentation, et dont vous entendrez de toute façon parler de manière plus détaillée cet après-midi. Donc, à propos des projets partenariaux Biblissima+, dont les premiers lauréats seront désignés en juin prochain, 3IF est le standard préconisé dans le règlement de l'appel à projet pour tout ce qui touche à la diffusion des numérisations. Et on voit, en regardant les dossiers de candidature qui ont été déposés en 2022, que 3IF intervient très très souvent dans ces projets. On peut identifier plusieurs options de mise en ligne en 3IF des numérisations qui seront produites dans le cadre de ces projets. Donc, par exemple, l'entrepôt de données Nakala du Manum, qui propose l'API image uniquement pour l'instant, mais les développements sont envisagés par rapport à l'API présentation, donc pour la création de manifestes, qui permettra de fournir une solution un peu plus clé en main pour le dépôt de numérisation et la création automatique de manifestes 3IF. Et il y a bien sûr toutes les bibliothèques numériques existantes, donc pour ne citer que quelques exemples dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a bien sûr la BVMM, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, l'Observatoire de Paris, la Bibliothèque Mazarine, etc., etc. Et des bibliothèques futures qui seront créées au fil du temps, par exemple dans les archives départementales ou la bibliothèque numérique du GED, par exemple. Alors, on peut aussi mentionner un certain nombre de logiciels, des logiciels tiers, sauf Max, qui est développé à l'Université de Caen, qui sont voués à être utilisés dans le cadre de Biblissima+, et qui intègrent déjà tous une dimension 3IF. Donc, certains d'entre eux
pourront faire l'objet de développement de nouvelles fonctionnalités liées à 3IF, donc par exemple NumaHop pour la gestion de chaînes de numérisation, à propos duquel j'ai eu des échanges avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève très récemment, précisément sur des spécifications directement liées à 3IF pour des questions de flux d'import et d'export de données, en lien avec une bibliothèque numérique pour la publication. Donc ensuite, il y a OMKS aussi pour la publication en ligne de bibliothèques numériques, pour lequel des tests et des évolutions au niveau de certains modules 3IF ont déjà été réalisés par le passé dans le cadre de 3IF 360 notamment, ce qui a permis à des bibliothèques numériques de générer des manifestes via OMKS, tout en stockant leurs images dans Nakala ou dans tout autre entrepôt 3IF à l'extérieur d'Omeka. Donc, ça a été utilisé par plusieurs bibliothèques. D'autres évolutions seraient souhaitables au niveau d'autres plugins, notamment par rapport à l'API Search de 3IF. Donc, évidemment, il y a aussi parmi ces outils Mirador, hein, qui est donc pour la visualisation des images et des annotations. On en a entendu parler beaucoup déjà ce matin, notamment pour le Nschriften Portal. Et donc, on peut imaginer tout un tas d'adaptations, d'évolutions pour les besoins du portail Biblissima, pour ceux de France Archives, le cas échéant, ou pour des besoins spécifiques liés aux documents d'archives, par exemple pour des choses qui ne seraient pas bien supportées dans cet outil à l'heure actuelle. Et enfin, on peut citer Max et TEI Publisher qui supportent tous les deux l'affichage d'images 3IF en lien avec une édition TEI. Pardon. Donc là, ça fait référence plus aux travaux des clusters 5 et 7 dont vous entendrez parler aujourd'hui et demain. Alors, une des contributions majeures de Biblissima a été la création en 2018 d'un service d'expertise et de conseil sur les technologies 3IF, en collaboration avec Humanum et le campus Condorcet. Donc, c'est l'offre 3IF 360 qui fournit un service d'accompagnement technique et d'hébergement à destination d'établissements de l'enseignement supérieur et des institutions patrimoniales dans le cadre de projets de recherche ou de projets de valorisation. Donc, pour vous donner un rapide bilan, voilà, j'ai fait cette diapo. On voit qu'il y a 41 demandes d'accompagnement qui ont été reçues depuis la fin 2018, ce qui montre que le besoin par rapport à ces technologies et leur mise en place, il existe. On a eu 3 nouvelles demandes en 2022 et on voit que sur la totalité, la majorité de ces demandes provient d'établissements et de projets de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec quand même quelques demandes issues du monde de la culture. On peut citer les Archives nationales, la Bibliothèque municipale de Troyes, une DRAC également, et un service d'archives. Alors, il y a 2 types d'actions qui ont été menées principalement depuis 2018, de l'information générale et de la formation plus spécifique sur 3IF, sur des aspects spécifiques, et essentiellement aussi de l'accompagnement, de l'aide et de l'accompagnement technique, ce qui recouvre un éventail assez large d'interventions. Ça peut être des conseils sur mesure par rapport aux besoins, aux contraintes spécifiques d'un projet, l'aide à la rédaction de spécifications de cahiers des charges, des tests d'outils, de l'aide à l'installation, à la configuration de logiciels clients ou serveurs, et des petits développements, par exemple des scripts de conversion JPEG 2000, pour n'en citer qu'un. Et donc, dans ce cadre, on a aussi eu des contacts avec des prestataires privés pour des bibliothèques ou des archives, enfin, qui travaillent pour des bibliothèques ou des archives. Donc, Biblissima Plus, c'est évidemment une opportunité de prolonger ce service dans le temps et de tenter d'étendre sa capacité d'intervention, notamment grâce à un renfort en ressources humaines et par exemple en proposant des développements informatiques à façon pour les projets et en ciblant de manière plus large le monde des archives, ce qui fera l'objet de mes diapos suivantes. Donc, cet effort en direction des Archives de France sera mené sous la conduite du SIAF et va s'appuyer particulièrement sur des recrutements d'ingénieurs. Donc, voilà, il y a
trois recrutements d'ingénieurs qui sont prévus dans le cadre de Biblissima+. Un premier pour le SIAF et la mise en place d'un Sparkle Endpoint et d'une visionneuse 3IF sur France Archives, ce qui va nécessiter donc de produire et d'exposer des manifestes enrichis depuis le portail France Archives. Il y a aussi un travail d'accompagnement assez large pour l'accompagnement au déploiement de 3IF dans le réseau des archives départementales et d'accompagnement sur de la numérisation également. Donc, tout cet accompagnement va aussi induire des échanges avec les prestataires de services qui travaillent pour les archives départementales et qui seraient intéressés par 3IF. Donc, en l'occurrence, il y en a 3 que j'ai indiqués ici dans cette slide et qui proposent déjà des solutions en partie compatibles avec 3IF ou qui sont en voie de l'être. Donc voilà, on a déjà un peu une base sur laquelle s'appuyer pour ce déploiement en masse de 3IF dans les archives. Et je voulais juste vous montrer 2 petits exemples de la visionneuse Monocle de l'IGO Archives, qui a été déployée pour les archives départementales de l'Hérault et les archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne. Donc, à titre informatif, on peut aussi noter à ce propos que 3IF connaît un développement assez notable dans le domaine des archives à l'étranger ces dernières années. Donc, voici quelques exemples récents. Donc, on peut citer rapidement les archives nationales de Suède qui ont implémenté 3IF et qui affichent leur numérisation avec une version, il me semble, de Universal Viewer qui a été un petit peu customisée. Il y a aussi donc ce site du 1950 Census, des archives nationales américaines. On voit que là, c'est le visualiseur Mirador 3 qui est utilisé en contexte. Et enfin, l'exemple des archives fédérales suisses qui ont aussi implémenté 3IF et qui utilisent eux aussi Mirador 3 avec un service de recherche plein texte que l'on voit à gauche, dans le panneau à gauche, et un affichage du texte intégral dans un autre panneau à droite. Et on peut aussi citer donc le projet d'agrégateur des archives du Royaume-Uni qui s'appelle Archives Hub, qui mène aussi des travaux autour de 3IF pour son implémentation voilà, dans un contexte un peu similaire, comparable en tout cas à France Archives. Alors maintenant, je voulais évoquer, pour finir ma présentation, les liens entre 3IF et les travaux menés dans le cadre des autres clusters Biblissima+. Alors, je précise d'emblée que ce n'est en aucun cas exhaustif ni prescriptif et qu'il s'agit juste de donner des exemples, voire des pistes de discussion avec les parties prenantes de ces différents clusters. Donc, on peut juste dire un mot par rapport au cluster 2 sur les données d'analyse des matériaux qui pourraient tirer parti de 3IF pour l'affichage des numérisations multispectrales, comme dans cet exemple du projet Jubilees Palimpsest, qui utilise Mirador 3 et son système d'affichage en calque. Ça pourrait être voilà, un mode de présentation intéressant. Et on peut aussi imaginer de représenter sous la forme d'annotation certaines données d'analyse associées aux images, aux endroits précis sur le feuillet. Donc là, on a un exemple fourni par Durham avec l'affichage d'une annotation qui contient en fait un résultat d'analyse physico-chimique sous la forme d'une image et avec le matériau qui a été identifié. Alors, il y a aussi des liens qu'on peut imaginer avec le cluster 3 sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance de formes et d'écriture manuscrite avec les 2 plateformes ArcIndex et eScriptorium. Donc là, il y a déjà des choses qui sont mises en place par rapport à l'import des images dans ces plateformes via des manifestes 3IF. Et on peut aussi tirer parti des résultats de cette plateforme et utiliser 3IF pour afficher les transcriptions et faire de la recherche plein texte sur ce qui a été produit par cette plateforme.
Donc, ça peut passer par la transformation en annotation 3IF ou l'utilisation de fichiers OCR type Alto ou HOCR reliés au canvas 3IF. Et on peut aussi imaginer utiliser l'API Content Search pour proposer une recherche plein texte, un peu sur le même modèle qu'on a vu pour les archives fédérales suisses plus haut. Donc là, on a l'exemple d'une démo faite par Daniel Stöckel, où on a l'affichage du texte qui a été produit par l'affichage de la transcription qui a été produite par Scriptorium, affiché comme un calque par-dessus l'image. Donc voilà, c'est un plugin qui s'appelle Mirador Text Overlay qui a été développé à la bibliothèque de Munich, qui permet de proposer ce genre d'affichage. Donc ça, c'est une piste possible pour l'exploitation du résultat des processus de reconnaissance automatique d'écriture manuscrite dans le portail Biblissima ou tout autre environnement extérieur. On peut aussi voir l'exemple de la bibliothèque de Munich, encore une fois, qui propose un service de recherche plein texte qui s'appuie sur l'API Content Search. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait, un mode de fonctionnement qu'on pourrait imaginer entre le portail Biblissima et ces plateformes ArcIndex et eScriptorium pour rendre visibles les résultats de ces transcriptions automatisées. Alors, par rapport au cluster 5 sur l'édition de sources en TEI, alors là, on aurait besoin de, je pense, définir des bonnes pratiques d'encodage par rapport au lien entre la TEI et 3IF. Donc, il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle à ce sujet, et en tout cas pas à ma connaissance. Et je pense que ce serait intéressant d'essayer de définir une sorte de cookbook ou de bonnes pratiques pour faire le lien entre une édition TUI et une numérisation. Donc, est-ce qu'on relie directement à l'image? Est-ce qu'on fait plutôt référence au service API de l'image 3IF pour permettre de manipuler plus facilement l'image derrière dans une interface de visualisation, proposer du zoom par exemple? Est-ce qu'on fait aussi référence à l'API présentation et comment tout ça peut être encodé en TUI? Et par rapport au cluster 7 sur l'interopérabilité et l'analyse des textes, donc il y a le lien aussi entre DTS et 3IF, où il y a déjà des choses qui ont été réfléchies et écrites, notamment dans le cookbook DTS qui propose des pistes par rapport à ça. Alors, quelques diapos pour terminer sur des perspectives liées à 3IF et essayer de mettre ça aussi en lien avec Biblissima+. Donc, il y a l'API Change Discovery, qui est une API récente, une nouvelle API publiée en version stable récemment par la communauté 3IF, qui offre un mécanisme standard pour découvrir ou rendre découvrable, donc moissonnable en masse, des ressources 3IF, un peu à la OAI-PMH. Et donc ça, c'est une API qui serait particulièrement utile pour nous pour récupérer, moissonner de manière standard les données, les ressources 3IF qui seraient produites par des projets ou, voilà, pour alimenter le portail. Donc voilà, c'est un premier mécanisme qui nous intéresse, qu'on a voulu tester, notamment dans le cadre de 3IF Collection, ce qui nous aurait rendu un énorme service pour faciliter grandement le moissonnage en masse des bibliothèques numériques et notamment le fait de faciliter les mises à jour par la suite. Donc, il s'est avéré que ce prototype, on l'a lancé un petit peu trop tôt et que cette API a été publiée seulement en 2021 et qu'elle est encore trop peu implémentée. Donc, on est encore obligé de moissonner essentiellement par des entrepôts AI, ce qui pose un certain nombre de difficultés. On peut aussi citer l'API Content State qui offre un mécanisme pour décrire et partager une vue d'une ou plusieurs ressources 3IF. Donc ça s'adresse plutôt à des utilisateurs humains et à la façon dont on peut
importer et exporter des ressources 3IF d'un environnement logiciel à un autre. Donc, ça peut être importer dans eScriptorium quelque chose, puis exporter pour l'afficher dans le portail Biblisima, ou l'afficher dans Mirador ou dans un autre viewer. Donc, ça offre une sorte de couche standard pour importer, exporter un manifeste ou une partie de manifeste d'un environnement à un autre. Et il y a aussi toute la partie notification. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste à l'état de réflexion. Voilà, c'est vraiment un début de réflexion qui est mené dans le cadre du groupe de travail 3IF Discovery et qui cherche à spécifier en fait plutôt un mécanisme de synchronisation dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on puisse, par exemple, en tant que portail Biblisima, en tant qu'agrégateur, être averti qu'une nouvelle ressource a été publiée sur telle bibliothèque numérique, ou qu'une nouvelle transcription a été publiée via eScriptorium. Donc ça permet de pousser, en fait, d'annoncer cette mise en ligne ou cette publication pour tout un tas de clients qui pourraient donc réutiliser, importer en retour ce qui a été produit. Pardon. Et enfin, donc il y a en dernière perspective tout ce qui concerne 3IF et la 3D. Donc là, il y a un groupe de spécifications techniques qui a été mis en place récemment au sein de la communauté 3IF, et donc qui va essayer dont le but va être de d'étendre les spécifications actuelles, de réfléchir à comment à concevoir un modèle pour permettre de présenter, de manipuler un ou plusieurs modèles 3D au sein d'un même espace de visualisation, un peu comme on le fait pour des images, de pouvoir combiner des modèles 3D avec des images 3IF en 2D, et aussi des contenus audio ou vidéo, tout ça dans un même espace, une sorte de canvas étendu avec une nouvelle dimension, et tout ce qui concerne l'annotation des modèles 3D. Donc, voilà, ça, c'est des perspectives intéressantes. Et j'invite les spécialistes de la 3D chez les différents partenaires de Biblisima+, à essayer de suivre ces travaux, voire de s'y investir directement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et je reste bien sûr disponible avec Mathieu pour d'éventuelles questions. Il n'y a pas eu de questions dans le chat pendant ton intervention, Régis, mais peut-être que nous allons en avoir maintenant. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je peux toujours en lancer une. Ah, mais voilà, Jorge veut parler, qu'il y aille. Merci Paul. Je vais être un petit peu brouillon en fait. Je réfléchis un petit peu avec toi à cette piste, notamment sur lien TI 3IF, et à ce que je connais un petit peu de la situation. Donc, je ne promets pas de dire des choses intéressantes, mais tu en sais sans doute plus que moi, et je voudrais savoir où tu en es par rapport à ces pistes. Alors, attends, je reprends mes notes. Par rapport au lien TI 3IF, je pense notamment au service Nakala Press. Est-ce que tu suis un petit peu cette affaire dans le sens où donc ils avaient mis en place auparavant un service qui s'appelait Nakala, qui essayait de se baser sur Nakala et d'utiliser notamment Omeka. Omeka étant un outil qui, à mon sens, est surtout dédié à des images, et proposant des plugins 3IF, notamment Universal Viewer, etc. Nakala Press a vocation justement à fournir une API qui permet de faciliter les choses, c'est-à-dire qu'on dépose ces données dans Nakala et qu'ensuite on profite du meilleur de ce monde pour ensuite fournir telle plateforme web pour afficher ces données, utiliser un moteur de recherche, etc. Donc ça, c'est la première piste.
La deuxième, c'est un autre format finalement, mais qui se pose les mêmes questions, c'est-à-dire le lien entre texte et image. Je pense à Ahmed Salto, qui n'a pas forcément obtenu les meilleurs résultats possibles au niveau mondial, mais qui se posait la question de j'ai un fichier structuré en XML, peu importe que ce soit de l'ATI, peu importe que ce soit de l'EAD, etc. Mais j'envisage à l'intérieur de faire le lien vers un autre fichier, potentiellement un deuxième XML, pour avoir les coordonnées. 3IF répond mieux à ce type de questions, mais il y a quand même cette question de balance entre les deux. Et l'ATI a essayé de répondre à sa façon avec le fait de proposer une balise facsimilée, justement, pour distinguer les choses. Voilà, ça c'est le deuxième point. C'est est-ce qu'il y a des discussions avec le consortium TI pour aller plus loin sur, on va dire, la bonne coordination entre les standards 3IF et l'utilisation de cette balise facsimilée qui est justement dédiée à la description des images dans un cadre TI. Ouais, il y a sûrement des gens plus compétents que moi pour répondre à cette question. Moi, j'ai été amené à y répondre parce que ça a fait l'objet de plusieurs questions qui ont été posées à 3IF 360. Donc, j'ai été amené à regarder un peu comment font les différents projets. Ce que j'ai vu, c'est que, comme je l'ai dit dans la présentation, il y a des pratiques très différentes. Et voilà, donc on peut pas... on ne peut pas s'appuyer sur la TEI pour construire une visualisation de manière standard, parce que les pratiques sont trop divergentes. Donc, je m'étais contenté, dans mes réponses, de donner différents exemples, de pointer vers différents exemples, différentes pratiques pour voir. Et voilà, après, libre à chacun de voir en fonction de ce qu'il veut faire et en fonction de ce qu'il veut présenter par rapport à son édition, quel est l'encodage le plus adapté. Après, je sais qu'il y a eu des discussions sur la liste TEI qui remontent déjà à un petit moment. Et puis, il y a régulièrement des interventions dans le cadre des conférences 3IF qui essayent qui s'intéressent à cette question pour des projets un peu spécifiques. Mais voilà, je n'ai pas plus de connaissances que ça par rapport à l'univers TEI en lui-même et quels sont les problèmes, les débats ou voilà. Très bien. Bon, dans ce cas, je laisse, à moins que Mathieu ait quelque chose à ajouter. Non? Parfait. Il y avait Michel Brunet qui avait... Oui, tout à fait, bien sûr. Ah, pardon. Ne t'inquiète pas. Régis, je vois et je laisse évidemment la parole à Michel Brunet. Merci beaucoup. Donc, pour ces questions de relation entre TEI et PIDOC et les images, j'en dirai quelques mots cet après-midi dans la présentation concernant l'épigraphie, parce qu'effectivement, ça m'a semblé être un point d'intérêt, on va dire. On ne va pas parler de problème, mais d'un point d'intérêt. Là, ma question était orientée un peu différemment, puisque là, on voit qu'avec 3IF, avec ce protocole, ce modèle, et maintenant ces nouvelles possibilités d'annotation avec manifeste qui vont être implémentées dans Nakala, on a un univers de potentialités extraordinaires qui s'offre à nous, mais qui risque, et en tout cas qui est actuellement freiné par la question des droits sur les images, pour tout ce qui est l'univers, on va dire dans le monde de la culture. Vous avez parlé des archives qui semblent avoir une position très ouverte sur les droits concernant les images de manuscrits. Il n'en va pas de même dès qu'on est sur d'autres types d'images qui sont des reproductions d'œuvres. Et donc là, dès qu'on est avec les musées, eh bien, on se heurte quand même à des limitations sur les fichiers que nous pouvons utiliser et leur définition qui compromettent un peu
les fonctionnalités de 3IF. En tout cas, c'est une limite que nous rencontrons dans le cadre du projet avec le musée du Louvre. Et j'ai un veto absolu à toute mise, d'abord à tout dépôt dans Nakala, parce que ça veut dire que les images seraient téléchargeables, et d'autre part, à toute dimension supérieure à un certain nombre de pixels cotés qui font que bon, le zoom est quand même très limité. Réaction de Régis, réaction de Mathieu. Alors, que dire, je ne sais pas si... Vas-y Mathieu. Si je peux peut-être confirmer que pour les services d'archives, qu'il s'agisse des archives nationales ou des services d'archives départementales et municipales, en effet, l'ouverture des données et la capacité de réutiliser les données ou les images provenant des collections d'archives est largement plus grande que ce que permettent les musées. Les fonds d'archives, ce sont des documents administratifs, donc il n'y a pas de droit d'auteur ou autre qui pèse sur ces documents. Et la législation de la réutilisation des informations publiques permet soit la réutilisation libre et gratuite des documents, soit cette réutilisation libre et gratuite dans le cadre du projet de recherche ou de projets à dimension éducative et autres. Tout ça est géré par les règlements de réutilisation et les licences de réutilisation adoptées par chaque service d'archives. Mais pour un projet comme Biblissima Plus, évidemment, la réutilisation des images numérisées, mises en ligne par des services d'archives ne pose pas de problème, puisqu'on est clairement dans cet usage pour l'enseignement supérieur et la recherche. Dans le reste des métiers de la culture, on est loin d'avoir un régime aussi libéral. C'est en particulier le cas des musées. Mais là, malheureusement, ça dépasse les compétences du service ministériel des Archives de France, même si on prône régulièrement auprès de nos collègues l'extension de la réutilisation de ces images. Mais pour l'instant, il y a en effet un très fort décalage entre ce qu'on peut faire avec un document d'archives numérisé, voire une image qui est diffusée par un service d'archives, une image de carte postale qui est sur un site d'archives départemental. Il y a toutes les chances que vous puissiez la réutiliser gratuitement, la télécharger et autres. Ce ne sera pas forcément le cas si la même image est dans une collection de musée. Voilà. Je vois qu'Anne-Marie veut intervenir. Merci. Non, j'étais très étonnée de ce que tu disais, Michel, parce que je connais évidemment beaucoup moins bien que toi le monde des musées. Et j'avais l'impression que le droit de propriété intellectuelle et artistique était éteint depuis longtemps avec les personnages dont tu t'occupes. Oui, mais à partir du moment où, en fait, d'abord, il y a le droit lié au photographe qui a fait la photo, et donc un certain nombre sont encore bien vivants, heureusement. Et d'autre part, il y a le fait que les droits de tout ce qui est en dépôt dans les musées est géré, en particulier une partie des collections d'images sont gérées par la RMN, qui donc effectivement met, on va dire, une barrière à certaines formes d'utilisation et surtout de réutilisation potentielle à des fins commerciales qu'elle ne contrôlerait pas. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on est limité à un nombre de pixels cotés qui est assez ridicule dès qu'on veut faire du 3IF, puisque il faudrait quand même des définitions plus lourdes au départ pour pouvoir effectivement avoir ces... Alors, on contourne d'une certaine manière en faisant des découpages d'images et en faisant nous-mêmes des zooms. Enfin bon, mais là, il y a je veux dire, une contradiction entre ces avancées extraordinaires dont on voit qu'en plus, elles vont exactement dans le sens de nos besoins,
et de nos volontés qui sont d'abord pédagogiques et scientifiques, et puis ces freins qui sont vraiment assez impératifs. Il n'est pas question d'essayer de faire comme si on n'avait pas entendu parler de cette réglementation. Je crois que là, on me couperait toutes mes images. Les enjeux commerciaux sont certainement considérables, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même un tout petit peu d'espoir? Parce que pendant les 10 années là, qui viennent de s'écouler, on a vu le monde des bibliothèques évoluer énormément. Le monde des archives a toujours été très ouvert, on a toujours pu photographier plus librement les choses qu'en bibliothèque, mais on a vu le monde des bibliothèques changer très profondément. Et je pense aux bibliothèques nationales en général. Certaines sont encore un petit peu protectrices, mais ça bouge, ça a beaucoup bougé. Est-ce qu'on ne peut pas espérer que pendant les 10 années qui viennent, le monde des musées saura aussi un petit peu évoluer malgré les enjeux commerciaux? Parce que les enjeux commerciaux existaient et existent aussi pour les manuscrits médiévaux, en particulier les manuscrits enluminés, et pourtant ça a changé. Oui, mais c'est vrai que quand une inscription se trouve sur un highlight d'un grand musée dont on dit qu'il est le plus grand du monde, là, voilà, il y a des... Pour l'instant, il y a des contraintes qui paraissent encore infranchissables. Et en tout cas, par exemple, il n'était pas question de déposer les photos à utiliser dans Nakala, puisque Nakala est par définition une archive ouverte. Je vois que Stéphane Lecouteux veut intervenir, ainsi que Jorge. Alors, c'était toujours dans la continuité de cette discussion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, très bien. En fait, c'est vrai que, comme le dit Anne-Marie à l'instant, il y a une évolution auprès des institutions de conservation des livres, des bibliothèques, qui sont de plus en plus ouvertes aujourd'hui à rendre accessibles leurs images. Et je pense que dans le monde des bibliothèques, on a bien compris tout l'intérêt de ces outils numériques pour valoriser leur collection et donc améliorer en parallèle la conservation de leur collection. Plus on arrive à les décrire, plus les bibliothèques y trouvent un intérêt. Il y a peut-être encore un travail du côté des musées à faire, et on doit peut-être nous aussi communiquer auprès des musées sur cette dimension-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut publier des articles ou des livres qui reproduisent des documents, des enluminures, on a de moins en moins de difficultés à le faire sans payer des droits exorbitants, alors qu'il y a encore 10-15 ans, c'était quand même quelque chose presque d'incontournable, où on devait à la fois payer pour reproduire la photo, ensuite payer pour publier, alors que finalement toute la matière intellectuelle qui était apportée dans l'ouvrage n'était pas prise en considération par ces lieux de conservation. J'espère que les musées prendront conscience de l'intérêt des outils qui sont en train d'être développés dans le cadre de projets comme Biblissima Plus, pour aussi apporter une dimension, une valorisation plus importante aux objets de leur collection. Une dernière réaction, réflexion de Jorge Fins. Oui, je me permets juste, concernant les musées, de vous partager le plus gros projet Humanité numérique du Brésil, qui traite justement de collections, notamment de notices d'images. C'est un projet qui a rassemblé 6 institutions publiques, et on sait que les sciences humaines et sociales au Brésil, en ce moment, c'est pas facile de vivre. Ils se sont rassemblés, ils ont développé une extension à un outil libre qui s'appelle WordPress, qui permet de gérer 4 sites sur 10 dans le monde. Et ils en sont déjà à 100 collections. Et en fait, cet outil permet déjà de fournir un entrepôt OAI PMH pour pouvoir créer de l'interopérabilité et récupérer des images. Donc en fait, c'est déjà une réalité. C'est juste que cette réalité n'est pas la même, évidemment, en France et au Brésil, mais en gros, c'est déjà en cours, en fait.
Si je peux me permettre, en fait, il y a une tension, des tensions contradictoires entre l'intention du législateur ces dernières années, qui est de plus en plus libre, enfin, qui tend vers plus de liberté et qui tend à favoriser la réutilisation on va dire, des informations publiques, pour faire simple. Et de l'autre, la même demande du législateur, en particulier pour les musées, de développer autant que possible leurs ressources propres, ce qui suppose l'exploitation de ce qu'ils conservent et des données qui peuvent y être associées. Mais ces injonctions contradictoires n'ont pas encore été surmontées, mais il est probable qu'elles reviendront à l'ordre du jour dans les années qui viennent, tant ça pose des problèmes du type de ceux que nous sommes en train d'évoquer actuellement. Donc, il n'est pas du tout exclu que la situation législative, encore une fois, évolue dans un horizon assez proche. Merci. Je vois que François Bougard veut intervenir aussi. Oui, juste un élément d'information. Le ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture, a renouvelé sa convention avec le CNRS pour le programme de numérisation dont l'IRHT est opérateur, numérisation des manuscrits. Et je vous en lis un article. L'exploitation et la réutilisation des images produites dans le cadre du programme, donc numérisation des manuscrits médiévaux des bibliothèques de France, ces images sont libres, y compris à fin lucrative, conformément aux dispositions de la loi pour une république numérique. Ces images sont librement téléchargeables depuis la bibliothèque numérique de l'IRHT et font l'objet d'une licence Creative Commons, marque du domaine public 1.0. Ça veut dire que quand on arrive dans une bibliothèque pour numériser, la bibliothèque signe cette convention. Ce qui, plus d'une fois, les surprend et les fait un peu râler, mais voilà, c'est un pas en avant. J'espère que les musées ils seront gagnés assez vite. C'est un vœu très cher, non seulement pour la France, mais j'espère aussi pour d'autres pays. Je pense notamment à la Belgique, où les choses ne sont pas toujours si simples, ou d'autres pays encore, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc, je vois dans le chat, pour boucler les choses, une confirmation d'Alain Marois qui nous dit que la loi pour une république numérique 2016 donc prône l'ouverture par défaut des données des administrations publiques. Et pour boucler complètement la boucle de cette discussion, si vous le permettez, parce que l'heure tourne, une réflexion de Thibaut Cléris qui revient au contact aux relations entre la TI et 3IF, et qui nous dit que cette question des rapports entre entre TUI et 3IF fait aussi partie des problématiques soulevées autour de DTS dans les descriptions ressources, un travail effectué entre autres par Pietro Maria Luzio. Voilà, je ne sais pas si cela appelle de la part de Mathieu ou de Régis des commentaires. Non, c'était juste pour rappeler que la loi de 2016 permet quand même la prise en compte du coût de production des images. Même si vous autorisez la réutilisation d'une image, vous êtes en droit de demander à la personne qui vous demande de l'utiliser la prise en compte du coût de la production, sachant que les sommes que vous demandez ne peuvent pas excéder le coût de production de l'image. S'il y a 10 personnes qui demandent la même image, vous devez diviser le coût par 10. On ne peut pas faire de bénéfice sur la mise à disposition de données des administrations publiques, mais on peut ne pas perdre d'argent sur la production de ces données. Et en revanche, ce qui n'est pas codifié dans la loi et qui peut représenter des coûts importants, c'est les frais de mise à disposition de ces données, notamment dans le cas de données massives, puisque ça peut représenter un coût pour le service ou pour le prestataire qui héberge ces données. Et donc, dans ce cas-là, l'administration est en droit de demander
la prise en charge de ces coûts d'export ou de traitement des informations dont la réutilisation est sollicitée. Donc, même si les données sont ouvertes, la réutilisation n'est pas forcément totalement gratuite. Mais cette loi de 2016 ne fait pas porter les coûts sur des questions de droit, mais sur des questions techniques liées à la production et à l'extraction des données. Voilà, c'est pour être totalement complet.